va dire. D'accord. Bon, on va Bon, ça que a vous donné pouvez l'occasion d'avoir des discussions en attendant et des ouais, questions et donc je propose de repartager les slides. Alors, juste pour vous résumer, parce que vous n'aurez peut-être pas le temps de tout lire dans la conversation, il y oui, a pas mal de questions par rapport à la CEFDG, au tableau 18, à la question des MAC versus les blocs. Comment on match? Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'éléments qui sont attendus sur ces questions-là. d'accord. Comment comment vu que le temps a passé un petit peu, moi le diaporama que je vous ai envoyé Mélanie, comment j'en ai pas forcément besoin. D'accord. Heu, est-ce qu'on peut l'envoyer aux participants? Oui, Avec grand plaisir, hein. Bon, je pense qu'il y a quelques participants qui l'ont déjà vu. Éventuellement, je vérifierai, peut-être que je ferai une sélection de quelques diapos clés. Mais si vous voulez, je peux parler librement, hein. Je pense que les supports, on est entre spécialistes du sujet. Je peux parler librement, ce sera peut-être plus sympathique et vous pouvez aussi me poser des questions sans problème. Euh, si je repars d'un point à date entre guillemets, donc bon, je vais pas faire le cadrage classique, mais on est bien dans un vrai, ce qu'on appelle nous un vrai changement de paradigme, où comment on souhaiterait être en phase avec la réforme Pénicaud, cette fameuse loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, qui pousse de plus en plus à aider, à accompagner une personne à développer son passeport de compétences tout au long de la vie, hein. La philosophie globale, c'est ça. La Caisse des dépôts met en place un passeport de compétences qui va être opérationnel sous peu. Je crois que sur le site de la Caisse des dépôts, il est déjà visible. De mémoire, je crois que c'est le 26 mars où ce sera. Vous avez peut-être participé pour certains à une visio la semaine dernière. L'idée, c'est que les établissements d'enseignement supérieur vont finalement nourrir ce référentiel, pour l'instant, si j'ai bien compris, avec les compétences des fiches RNCP, c'est-à-dire des macro-compétences, et qu'à terme, il y aura une granularité beaucoup plus fine. Ça, c'est finalement l'attendu au sens national du terme, au sens ministère, quoi, volonté du ministère du Travail. Donc, nous, côté enseignement supérieur, qu'il soit privé ou public, ce qu'il faut, c'est qu'on prépare nos étudiants, je dirais, du plus jeune âge jusqu'à l'enseignement supérieur, sur cette philosophie compétence et sur comment finalement je vais travailler mon passeport de compétences, que j'appelle un peu moi mon book de compétences, hein, à l'image de l'artiste, c'est-à-dire un CV augmenté où j'ai un langage commun. Et donc, ça veut dire que pour nous, dans les établissements d'enseignement supérieur, on doit avoir un vocabulaire et une grammaire nouvelle. C'est-à-dire qu'on doit arrêter de parler cours pour parler compétences. On doit arrêter de parler contrôle des connaissances pour parler évaluation des compétences. Bon, tout ça, c'est simple sur le papier. En pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, si je regarde ce qu'on a fait au niveau de la CEFDG, c'est qu'on vous a proposé un certain nombre de critères. Ces critères s'articulent autour des 3 grands piliers fondateurs de l'orientation compétences. Et c'est en ça, pour moi, qu'elle se démarque de l'APC, de l'approche par compétences. Cette orientation compétences, elle repose sur 3 piliers. Et j'insiste parce que si on ne comprend pas ces 3 piliers, si on ne les intègre pas, le tableau 18, le tableau 10, etc. Voilà, ça c'est accessoire, mais il faut rentrer dans cette dynamique-là. Je sais que pour vous, c'est peut-être important. Je vais répondre à la question, mais donc ces 3 piliers. Un, on est sur une vraie transformation de l'enseignement supérieur, on n'est pas sur du changement. C'est-à-dire que la transformation, c'est un changement majeur, un changement stratégique. C'est la phase ultime des changements, c'est-à-dire qu'on va changer de forme, transformer. Donc là, on est en train de transformer, de changer de forme dans l'enseignement supérieur. Ça va avoir un impact sur la stratégie, ça va avoir un impact sur les équipes et ça va avoir un impact sur l'étudiant. Donc, les 3 piliers. Premièrement, le premier pilier, c'est le pilier stratégique. Donc, ça signifie, et vous avez tous reçu la note de la CFDG historique co-signée par la présidente et moi-même, c'est que derrière, il faut un projet stratégique. Ça, je pense que dans les écoles aujourd'hui, vous avez un projet stratégique. Il faut que ce projet stratégique ait été co-construit le plus largement possible par les parties prenantes. Et il faut que ce projet stratégique vive. C'est-à-dire que ce n'est pas un document administratif. Voilà, il faut que ce projet stratégique vive, se traduise concrètement dans les actions au quotidien de l'école. Et pour nourrir ce projet stratégique et le faire vivre en permanence, idéalement,
il faut également qu'il y ait une cellule, un institut, un collectif, peu importe la forme, qui va faire en permanence de la veille sur les métiers et les compétences d'aujourd'hui et de demain. Et donc ça, idéalement, cet institut, ce club, ce collectif, il doit être interne et externe avec l'ensemble des parties prenantes du territoire pour essayer de réfléchir à l'impact de l'IA sur la transformation de tous nos métiers, avec les branches professionnelles, avec tous les acteurs, toutes les entreprises qui sont partenaires. Et ça, il ne faut pas que ce soit géré par des équipes plus administratives au sein d'une école, mais il faut aussi que tous les profs y participent. Il faut vraiment que ce soit partagé. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, puisque vous me demandez aussi un point à date, c'est que j'ai l'impression que déjà sur ce premier pilier, il n'est pas réellement partagé. Donc déjà, est-ce que le projet stratégique a vraiment été co-construit? Est-ce qu'il a été diffusé? Est-ce qu'il y a eu un événement solennel où toute l'équipe de direction l'a présenté à tout le monde? Est-ce que tout le monde a compris que ce projet stratégique était fédérateur et qu'il intégrait cette fameuse orientation compétences, ce changement de paradigme? Est-ce qu'il y a ensuite eu des sensibilisations au niveau des équipes administratives, au niveau des équipes pédagogiques sur ce que ça impliquait? Là, je pense que voilà, on n'est pas tous au même niveau aujourd'hui au Si je niveau peux me permettre, des écoles. étant donné qu'on travaille quand même avec beaucoup d'écoles, je pense pouvoir répondre que non, il n'y a pas de vrai enfin en tout cas, pas à ma connaissance, de vrai projet stratégique autour de la mise en place d'une réelle orientation aux compétences. Comme je le disais, tout à l'heure, on est plus dans de la compliance pour l'instant que vraiment dans, l'appropriation du projet, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, il faut embarquer tout le monde. Donc c'est transformer le management d'une école. Je pense que peut-être quand je serai en fin de vie professionnelle, j'écrirai peut-être sur le management des écoles, mais bon. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment je sensibilise justement mes équipes, hein. Donc là, c'est en continuité, j'en ai déjà un peu parlé, c'est comment je sensibilise, j'embarque, etc., tout le monde. Et puis tout le monde, ça veut dire les profs, mais aussi les administratifs, toutes les équipes technico-administratives, etc. Et donc là, c'est vrai que les écoles les mieux équipées ont souvent des équipes, et vous en faites pour certains, j'imagine, certainement partie, accréditation. Et en particulier avec les accréditations internationales, parfois on a l'impression que ça reste au niveau de ces équipes et ce n'est pas forcément partagé par tous. Et pour ce faire, en tant que prof de RH et de management en parallèle, je me dis il faut une symétrie des attentions, c'est-à-dire ce qu'on va faire pour l'étudiant, il faut qu'on le fasse pour le personnel. Donc, quelle gestion des ressources humaines on a dans nos écoles aujourd'hui? Est-ce qu'on a une gestion des ressources humaines à la papa ou est-ce qu'on a une gestion des ressources humaines où aussi on accompagne tous nos collaborateurs sur leur développement de compétences? Parce que comment voulez-vous, vous, demain, parler compétences aux étudiants si on ne s'occupe pas de vous et on ne s'occupe pas de votre développement propre de compétences? Donc là, moi, je sais qu'il y a quelques écoles qui ont commencé à mettre en place des démarches de gestion des emplois, des parcours professionnels, ex-GPEC, etc. Voilà, ça c'est bien, ce sont de belles initiatives. Mais moi, je pense que tout ça, ça doit, à la fois en termes de sensibilisation, d'acculturation sur l'orientation compétences, de changement de modèle managérial, de changement de modèle de gestion des ressources humaines, il faut aussi travailler sur ces chantiers. Et je pense que les équipes RH doivent être intégrées dans les réflexions et le dossier de la CEFDG, il doit être fait aussi avec les équipes RH, voilà, pour pousser encore un peu plus le bouchon. Donc ça, c'est le deuxième pilier, le pilier transformation du management et de la gestion des ressources humaines, et c'est indispensable. Et dans ce pilier, il y a quelque chose aussi, on parle des administratifs ou de tout le personnel accompagnant, mais il y a aussi les enseignants. Et là, la difficulté, et qui est pourtant présente dans le dossier de la CFDG, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la reconnaissance d'un enseignant, un enseignant, il est enseignant-chercheur. Il est enseignant-chercheur, premièrement enseignant. Et donc, ça veut dire que si j'ai une politique de rétribution, donc là je suis bien en GRH, eh bien si j'ai un système de primes d'incitation pour des publications, ce système d'incitation, et c'est pas consommer plus, hein, c'est pas dépenser plus, mais ce budget qui est prévu pour la reconnaissance des publications académiques, il doit être repensé aujourd'hui aussi avec une implication sur la démarche orientation compétences et les publications en termes de pédagogie et en termes d'innovation pédagogique. C'est-à-dire, on doit reconnaître aussi l'investissement et l'engagement des équipes
enseignantes, à la fois sur leur recherche, certes, mais aussi sur leur pédagogie. Donc, qu'est-ce qui est mis en place pour valoriser toutes les innovations pédagogiques des équipes? Et si on croise les deux, quel lien faites-vous et quelle visibilité, encore plus qu'hier, vous pourriez nous donner sur l'adéquation entre les grandes thématiques de compétences qui sont développées au sein de l'école, qu'est-ce qui va faire la marque de l'école et quelles sont les compétences clés que vous allez plus pousser que d'autres, même si on est tous généralistes en management, vous allez plus pousser quelques compétences dans vos programmes, peu importe que ce soit en PGE ou en bachelor ou même dans des masters spécialisés. Quelles sont les compétences que vous allez plus pousser, qui font la spécificité et qui donnent envie, je vois plus d'aller à TBS ou bon là, je vois pas trop les autres écoles, mais voilà, qu'ailleurs. Et de ce fait, qui vont être visibles aussi dans les axes de recherche. Donc, quelle symétrie entre les axes du labo de recherche et les grandes thématiques de compétences. Et donc, c'est bien là qu'à un moment donné, eh bien, dans les programmes, on va checker si les stars chercheurs que vous avez eh bien, interviennent bien dans les bons programmes avec le bon volume horaire. Et donc là, on voit bien que là aussi, je dirais que pour être en phase avec aussi les accréditations internationales, les classements, etc., parfois l'alignement n'est pas toujours si évident que ça. Mais ça, c'est vraiment important, c'est de se dire, moi, je suis spécialiste de prospective des métiers et des compétences. Si j'interviens pas dans les programmes de l'IAE sur ces sujets-là, c'est qu'il y a un problème quand même. donc, ça veut dire que voilà, c'est comment je vais staffer aussi mes profs dans les bons programmes parce que à chaque fois, ils vont venir et vous le verrez, mais vous connaissez le dossier le document de France Compétences. J'en ai fait un extrait dans le diaporama sur le référencement au niveau européen et les niveaux attendus. Et si on prend par exemple le niveau 7 pour les PGE, eh ben, en termes de savoir-faire et responsabilité et autonomie, eh bien, on a bien dans le bloc savoir exigé de manière générique pour les PGE, pour les niveaux master, eh bien, d'être à l'avant-garde de la recherche. Donc, il faut bien aussi que si je fais un cours et que je check au final dans mon PGE un cours de strat, c'est pas le cours de strat qu'on trouve sur Internet, c'est vraiment être à l'avant-garde de la recherche sur la stratégie. Et ça veut dire que le prof qui va intervenir, il peut être accompagné de praticiens, il peut faire des études de cas très opérationnelles, mais il aura aussi donné de la connaissance très théorique à l'avant-garde de la recherche dans ses enseignements. Donc, vous voyez, tout ça, c'est aligné. Donc, c'est forcément passionnant, mais après, ça nécessite parfois voilà, des réactualisations de nos pratiques historiques. Et donc, ça, c'est vraiment le deuxième pilier sur le management. Et puis après, le troisième pilier de la transfo, c'est forcément sur l'accompagnement de l'étudiant. Et donc, cet accompagnement de l'étudiant, c'est à la fois sur repenser des offres, parce qu'aujourd'hui, on est encore sur des offres diplômes, mais derrière la réforme Pénicaud, c'est quand même la philosophie des blocs, et des blocs qu'on pourra aussi vendre demain à la carte. Et donc, si demain, on vend des blocs à la carte, c'est que potentiellement, on aura des publics différents dans les mêmes lieux de formation. Et donc, ça veut dire que potentiellement, eh bien, quand j'ai dans une salle de classe pour un programme bachelor ou pour un programme PGE, je prends 40 étudiants, si ma salle a une offre possible de 50 places, ben moi, je perds 10 places. Donc là, je vais parler financièrement. Donc, ça veut dire que ces 10 places, je peux peut-être rappeler des anciens, des alumni, qui, eux, ont peut-être besoin d'une réactualisation ou qui ont peut-être envie de venir avec leurs équipes et qui peut-être pourraient partager aussi avec un public. Certaines écoles le font, on mixe beaucoup plus qu'hier les publics dans des modules qui correspondent à des déclinaisons de blocs de compétences. Je crois que l'avenir est aussi à cette modularité. Donc, ça pose une question des systèmes d'info, ça pose une question de la commercialisation, ça pose une question que le prof, il a plusieurs publics et ce n'est pas forcément si évident que ça à gérer au début, etc. Et donc, on est aussi sur cette philosophie et sur la philosophie que demain, peut-être que nos étudiants, déjà, quand ils font un programme PGE, ils peuvent avoir des années de césure, mais peut-être que demain, on fera un PGE en 10 ans, parce qu'on aura beaucoup plus d'années de césure. Donc, tout ça, c'est devant nous. C'est le cadre juridique nous l'offre. On n'y est pas encore, certes, on ira à la vitesse qu'il faut.
je veux pas, mais par contre, il faut quand même l'avoir aussi, un peu en philosophie derrière. Mais déjà sur le fonctionnement classique, c'est de se dire que, il faut quand même se poser les bonnes questions pour, je pense, essayer, moi c'est ma philosophie, je me bats, sur ça. Je pense qu'il faut essayer, moi quand je vois les architectures de PGE, en particulier puisqu'on va dire que c'est le diplôme un peu phare des écoles aujourd'hui, essayer de simplifier quoi. On a monté des programmes trop complexes, il faut aussi essayer de simplifier et de se dire: «Mais finalement, quelles sont les compétences clés que je veux évaluer? Quelles sont les compétences clés, qui peuvent aussi me distinguer de la concurrence et qui sont bien en phase avec les expertises plus fines de mes chercheurs, de mes enseignants-chercheurs, et qui correspondent bien aux besoins du marché. Donc cette réflexion, eh ben, elle a bien été pensée au niveau de la stratégie et dans le collectif qui aura fait de la veille de la réflexion prospective sur les métiers et les compétences de demain. Donc ça, c'est vraiment cette réflexion. Et ensuite, sur l'accompagnement de l'étudiant, c'est qu'est-ce que je fais pour checker les compétences de l'étudiant à l'entrée? Qu'est-ce que je fais pour évaluer les compétences de l'étudiant pendant sa formation? Et donc là, que je repense mes systèmes et est-ce que je mets en place ou pas une charte de l'évaluation? Parce qu'aujourd'hui, on se dit, oui, oui, on parle tous compétences, OK, même si de fait, on n'en est pas très loin dans la pratique. Attention, parce que on a quand même le luxe, hein, moi je le vois par rapport à mes collègues dans d'autres disciplines de l'université, on a quand même le luxe d'être en management, d'être en sciences de gestion et quand même d'avoir depuis des années des études de cas, on envoie nos étudiants en stage, on a des missions, donc, on a des serious games, etc. On touche quand même de très près la compétence, même si on n'a pas le vocabulaire toujours pour le dire. Donc on est quand même là, de fait, en termes de discipline, un peu favorisé par d'autres, par rapport à d'autres. Mais en revanche, bah, qu'est-ce que je vois? Contrôle des connaissances, il n'a pas bougé. Contrôle sur table. Et le contrôle sur table, souvent avec un pourcentage supérieur au contrôle, à l'évaluation au cours de l'année. Donc là, il faut se reposer la question, c'est comment on va évaluer individuellement et collectivement, quelles sont les modalités d'évaluation et comment je réfléchis sur une charte de l'évaluation. Et cette entrée-là, elle est super importante et elle peut fédérer les équipes parce que là, ils vont se rendre compte en prenant la matrice de contrôle de France Compétences sur le document du référencement européen, là, que bah, il faut bien contrôler les connaissances. Donc, ils vont être rassurés. Ils vont dire, ah bah tiens, mon cours de stats, il va bien être évalué par un QCM. OK, bon, ça ne bouge pas. Ah, ça me rassure quand même. Mais par contre, il va être qu'un élément d'un dispositif et qu'au final, j'irai checker si la compétence pilotage de la performance, eh bien, cette compétence-là, piloter la performance, est-ce que l'étudiant a bien cette compétence? Bah, c'est à moi de savoir qu'est-ce que je vais mettre dedans. Et il y aura peut-être eu un QCM sur les stats, mais ce sera qu'un élément à un instant T qui sera complété par une mise en situation, par une étude de cas, par autre chose. Et cette modalité d'évaluation pédagogique, c'est votre liberté dans chaque école, chaque équipe pédagogique est libre. Par contre, elle doit repenser l'évaluation. Et puis aussi, l'idée de se dire que un bloc de compétences va générer des sous-compétences. Hein, dans le référentiel des activités et des compétences et dans la fiche RNCP, vous avez bien un bloc qui se décompose généralement en 2, 3, 4 maximum sous-compétences, que j'appelle moi qui restent des macro-compétences. Et ces macro-compétences vont générer un ou plusieurs modules en PGE 1, 2, 3, 4 ou 5, ça c'est votre cuisine interne. Mais ça veut dire que le module, il est à la fiche, il est à la maquette, pardon, ce que le MAC, hein, le module d'acquisition de compétences, il est à la maquette, ce que le bloc est à la fiche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, je n'évalue qu'une fois la compétence. Donc, à moi de savoir à quel moment. Donc, on peut avoir des évaluations intermédiaires, mais à un moment donné, je dis c'est là, c'est en deuxième année, c'est en troisième année, c'est en quatrième année que je vais vraiment évaluer. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler aussi sur des jalons, des progressions, et qu'à un moment donné, je viens poser mon curseur de contrôle, de contrôle, en tout cas de contrôle de l'évaluation. Je dis cette compétence-là, c'est à ce niveau-là que je vais l'évaluer. Donc tout ça, ça nécessite du travail collaboratif. Moi, je sais il y a quelques écoles qui sont en train de faire du super boulot, hein, mais tout ça, ça se construit ensemble, équipe administrative, accréditation, etc., les enseignants-chercheurs, etc., les parties prenantes, parfois l'entreprise, les entreprises, les partenaires, les entreprises avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler ou des OPCO, etc., peu importe.
il faut être autour de la table pour construire tout ça. Et c'est ça qui est la richesse, moi je trouve, qui est passionnant dans l'aventure, c'est cette dynamique nouvelle et que les étudiants, je pense, à terme, vont vraiment apprécier. Sauf que ça nécessite aussi de repenser son système d'information. Donc là, il faut aussi que la DSI soit présente. Et après, quel outil vous aurez pour que à la fois l'étudiant ait une visibilité sur la progression de ses compétences et de l'autre côté, que les enseignants aussi aient de l'outillage pour leur faciliter la vie, pour travailler sur tout ça. Et donc, ça pose la question non seulement de la maquette qui doit être rédigée en module d'acquisition de compétences, je vais revenir sur les tableaux 18 et 10. Ça nécessite de repenser, bien entendu, les syllabus, qui, à mon avis, sont des documents morts, ils ne vivent pas. Et donc, ces documents-là, ils doivent être, si on a un module sur, par exemple, piloter la performance, imaginons qu'il y ait 3 collègues qui animent ce module sur une trentaine d'heures. Eh bien, le premier qui intervient, il doit présenter son syllabus de façon très, très jolie, hein, très simple. Et tout ça est bien en phase avec les accréditations internationales. Quelles sont les compétences visées dans ce module sur le pilotage de la performance et quels enseignements, quelle journée, avec quelle thématique vous aurez pour faire ça. Et puis, finalement, c'est repréciser les objectifs, les compétences attendues, etc. et les modalités d'évaluation. Et à la fin, celui qui terminera ce module, que ce soit la même personne ou un autre collègue, lui, à la fin, il dit, voilà, dans ce module, vous avez vu tout ça, et voilà les modalités d'évaluation, et voilà ce sur quoi vous êtes attendu sur l'évaluation qu'on va faire aujourd'hui ou qu'on fera dans un mois, ou que vous ferez sur table, pourquoi pas, ou que vous ferez en entreprise, etc. Et donc, ça veut dire que là, il faut transformer vos outils et simplifier vos outils, je dirais, de syllabus, en ayant quasiment peut-être, si besoin, pour certaines accréditations, un syllabus version administrative et un syllabus vraiment accompagnement de l'étudiant et du collègue prof pour que ça vive, que ça soit partagé, parce que si on ne fait pas ça, on n'y arrivera jamais. Et toute cette dynamique, elle va permettre à l'étudiant de dire, tiens, dans ce module-là, je vais bien développer telle et telle compétence, tiens, celle-là, par rapport à mon projet, elle est vraiment importante, c'est une des compétences que je vais plus suivre et essayer de développer, parce que dans mon passeport de compétences, je vais peut-être plus la valoriser que les autres. Et donc, quel dispositif, justement, quelle architecture d'outillage vous avez au niveau numérique aussi pour construire ce passeport en lien avec les cours, etc. Quelles sont les plateformes que vous avez? Est-ce que vous allez faire du feedback de compétences aussi complémentaires pour multiplier les sources d'évaluation? Tout ça, ça se discute. Ça, c'est la liberté pédagogique pour chaque école. Et ensuite, c'est de se dire, mon étudiant, il va sortir, certes, il va être diplômé, il va avoir son diplôme, mais quel complément au diplôme je peux lui offrir? Et c'est ces compléments au diplôme qui vont être de plus importants. Est-ce qu'il va avoir des badges numériques? Est-ce qu'il va avoir des micro-certifications? Est-ce qu'il va avoir des reconnaissances parce que vous aurez co-brandé une partie avec un organisme quelconque? Et donc, c'est tous ces compléments qu'il a acquis soit au travers de la formation, soit même avec des partenaires qui pourraient être, je dirais, associés dans des activités même associatives ou autres, tous ces compléments, je pense que ça aussi, ça fera de plus en plus la différenciation. Et l'étudiant, il pourra les héberger et toutes celles que vous aurez vraiment validées, par exemple, s'ils suivent des MOOC en plus sur Fun et que vous les poussez, est-ce qu'ils sont intégrés dans le dispositif pédagogique ou est-ce que c'est du complément? Ça, ce sera à un moment donné à l'équipe pédagogique de savoir. Mais vous offrez la possibilité et vous montrez l'éventail de ce qui est aujourd'hui attendu par les recruteurs, de dire, OK, je vais avoir un étudiant qui va sortir de cette école, il sera diplômé, mais au-delà d'être diplômé, je sais que c'est une bonne école, qu'il aura suivi, mais quelles sont les compétences qu'il a réellement développées? Et en plus, quelles sont les reconnaissances de ces compétences? Est-ce qu'il a des badges? Est-ce qu'il a des certifications complémentaires, que ce soit sur des niveaux de langue, etc. Et c'est tout ce portefeuille complémentaire qui est en partie lié à la formation, mais pas que, qui est aussi et qui va challenger aussi l'étudiant dans sa dynamique. Et donc, c'est tout cet accompagnement-là. Et donc, moi, je pense qu'à terme,
Je sais que certaines écoles y réfléchissent, hein, mais que le prof, il ne pourra pas tout faire, le responsable de programme, il ne pourra pas tout faire, les administratifs, vous ne pourrez pas tout faire non plus. Et donc, je pense qu'il y a aussi des métiers nouveaux de coach, d'accompagnateur qui vont devoir aussi se développer parce que je pense qu'il va falloir aussi des personnes qui, toutes les équipes carrière, etc., des écoles font du bon boulot, mais qu'en complément, il faudra aussi, comment avoir peut-être des personnes internes ou en prestation qui accompagnent aussi les étudiants sur leur développement. Et c'est vrai que tous ces outils et tout ce suivi, à la fois humain et en termes d'outillage, eh bien là, il faut savoir qu'est-ce qu'on va choisir, hein. Moi, j'ai développé un partenariat au niveau du réseau des IAE et quelques collègues en font, bénéficient aussi de l'outil Five Feedback de Bertrand Ponchon. Et c'est vrai que c'est un outil complémentaire. Moi, je l'ai adossé aussi à du suivi avec des jeunes retraités, parce que moi, à l'université, je n'ai pas la possibilité de rémunérer des personnes. Et vous avez l'association EG avec une petite prestation. Ils font un boulot énorme. Et donc, moi, j'ai du mentoring, hein. J'ai des jeunes retraités qui accompagnent mes étudiants en Master 1 et en Master 2. Voilà, c'est des solutions comme ça innovantes où il faut, à travers d'un outil numérique qui fait du feedback de compétences, ma démarche pédagogique qui forcément essaie de prôner cette orientation compétences, et puis ensuite, eh bien, des accompagnateurs. Et donc là, j'ai trouvé l'association EG, je ne sais pas si vous la connaissez, hein, EGEE. C'est une association nationale qui peut aussi être vraiment d'une aide considérable. Ils accompagnent mes étudiants sur leur développement de compétences à partir de tout le référentiel de compétences de mon master. Donc voilà, des solutions comme ça sont forcément intéressantes. Et là, on voit bien qu'on n'est plus sur un diplôme qui vise la formation, on est sur une école qui va accompagner à l'employabilité, et une employabilité que j'appelle moi de plus en plus citoyenne, c'est-à-dire qu'on n'accompagne pas un étudiant pour qu'il trouve un job, on accompagne un étudiant pour qu'il se positionne dans la cité. C'est différent. C'est-à-dire qu'il ait des compétences métiers techniques qui lui permettent de trouver un job assez facilement, on le souhaite tous, mais aussi qu'il soit en capacité demain de rebondir. Donc, c'est aussi toute cette réflexion sur le marché de l'emploi et toute cette prise de conscience de la complexité aujourd'hui de notre marché du travail et de l'évolution, de la transformation rapide des métiers. Et là, avec les transformations qu'on n'imagine même pas avec, entre autres, l'IA et pas que, on se dit, voilà, donc ça veut dire qu'on doit former, on doit préparer des étudiants à des métiers à court ou moyen terme, mais on doit surtout les aider à demain être en capacité de pouvoir rebondir. Donc voilà un petit peu la philosophie globale. Donc je ne sais pas si sur cette philosophie vous avez des questions, et après je reviendrai sur tableau 18 et tableau 10 qui va un peu évoluer d'ailleurs. On a un commentaire de Jean-Baptiste qui dit dans ce contexte, la carriérologie offre un éclairage intéressant. On pourrait dire que carriérologie égale pédagogie plus carrière. Tout à fait. Et en plus, moi, je trouve cette orientation compétences très intéressante parce qu'elle prend l'élément très fort du RNCP où on se positionne par rapport à un métier, aux compétences nécessaires pour exercer ce métier, et on les lie à la pédagogie, ce que ne fait pas du tout en fait le RNCP et ce que n'évalue pas le RNCP. Donc là, je trouve que cette démarche est vraiment très, très intéressante. Et ce qui est très intéressant dans les fiches RNCP, en tout cas pour les sciences de gestion, c'est que vous devez, vous appuyer, prendre appui entre guillemets sur les fiches nationales des masters. Nous, quand on a construit, quand on a été sollicité par le ministère pour construire les 20 fiches RNCP des masters en sciences de gestion, on s'est dit attention, une fiche RNCP, c'est surtout pas une maquette, hein. Donc elle doit autrement on ferait des maquettes nationales. Donc on serait dans la logique des IUT avec les buts, hein. Donc c'est pas du tout la philosophie, mais par contre on nous avait imposé à l'époque, et à l'époque moi c'était en 2019, j'avais pas encore bien saisi les choses, on nous avait imposé des compétences transversales. Vous en avez 4 en master et vous en avez 5 en licence. Licence pour vous, pour les licences et bachelors. Et donc, ces compétences transversales, si je prends les 4 des masters, là, on est bien sur développer de l'employabilité durable et de la citoyenneté, parce que derrière, c'est des compétences
compétences qui vont de toute façon aider l'étudiant sur la communication, sur le numérique, sur l'appui à la transformation. Dans ces 4 blocs, on peut ranger plein de modules qui vont l'aider à réfléchir sur aujourd'hui et demain. Et comme pour le PGE, vous devez vous adosser au master généraliste, eh bien, dans le master généraliste, nous, on avait réfléchi aux 6 compétences clés d'un manager, au sens générique du terme, la dimension stratégique, la dimension plus mise en œuvre, la dimension juridique et comptable, la dimension management et la dimension plus management de soi. Et donc, sur ces différents blocs, si vous prenez bien la philosophie de la fiche RNCP Management Général du réseau des IAE, la fiche nationale, je pense qu'on est… Ça vous laisse le loisir, vous, de construire vos maquettes et de mixer et de ne pas être 6 plus 4, mais vous, de pouvoir les mélanger de façon astucieuse et d'être vraiment en phase par rapport aux attentes des années à venir. Donc, on a vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on a un cadrage qui nous permet de faire vraiment beaucoup de choses et de pouvoir l'adapter en fonction des spécificités locales, territoriales sur lesquelles vous intervenez. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, je vais revenir sur le tableau 18 et le tableau 10. Donc l'idée, c'est de mettre en lien la fiche RNCP avec les modules. Sauf que ce qu'on a constaté, et je le redirai pour ceux qui viendront à Nice au mois de juin, je le redirai dans l'atelier que j'anime. On a l'impression que, je ne sais plus, Mélanie, le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, que ça reste de la bureaucratie, de l'administration. La compliance. Ouais, de la compliance. Et donc, voilà, vous faites de jolis tableaux. Et puis, en fait, dans le tableau 10, on reparle de cours. Alors là, vous verrez que dans la version, pour ceux qui auront des dossiers pour l'année 2024-2025, on a corrigé. Et là, on reparle des modules dans le tableau 10. Donc, en fait, l'idée, c'est que, je le répète, la maquette doit être la déclinaison opérationnelle de votre fiche RNCP. Et donc, elle doit reprendre la même philosophie, c'est-à-dire qu'un module, si vous lisez dans le diaporama que vous aurez et dans tous les supports qu'on vous a fait passer à la CEFDG, les attendus pour rédiger une fiche RNCP, ce sont exactement les mêmes pour la maquette, sauf que c'est votre coloration à vous, plus fine, avec la granularité plus fine. Et donc, c'est de se dire, je fais une fiche RNCP, et attention, ne la faites pas trop précise, puisqu'il faut bien distinguer les deux. Nous, elle est très générale au niveau national, mais vous, gardez-vous aussi de la liberté pour ensuite pouvoir, pendant la période, ajuster quand même un peu en fonction des évolutions. Et de l'autre côté, votre maquette, nous, l'objectif, mais c'est pas parce que c'est pas parce qu'on a envie de ça, mais c'est parce que ça correspond à la philosophie, c'est de se dire, on ne doit plus voir qu'il y a un cours de stats. Le cours de stats, il doit commencer par un verbe d'action, c'est-à-dire ce cours de stats, c'est quoi son objectif ? C'est d'être en capacité d'analyser des données pour aider à la prise de décision, etc. Donc, il faut rédiger. Donc, c'est là aussi, c'est de se dire que l'étudiant, quand il va voir la maquette de son programme annuel, il va aussi voir que des verbes d'action. Des verbes d'action avec une suite. Et donc, piloter la performance, voilà. Et sur piloter la performance, j'ai 3 sous-thèmes. Et donc, ça veut dire que j'ai je fais une caricature, j'ai 3 jours de cours. Et donc, je suis dans le module piloter la performance. Et ce module, il y a identifier des éléments clés, faire ceci, faire cela, etc. Et donc, j'ai 3 journées thématiques. Je fais un cas d'école. Et donc, l'étudiant ne parle plus matière. Et le prof ne doit plus parler matière. Il doit parler compétences. Je vous dis, c'est le changement de paradigme, c'est la grammaire et le vocabulaire. Et donc, ça veut dire que sur le tableau 10, ça doit être rédigé en verbe d'action. Et vous verrez la nouvelle présentation du tableau 10. Là, ce sera encore plus présent. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que, voilà, parce qu'on s'est dit, oui, mais en fait, on a l'impression qu'ils font ça pour nous faire plaisir, mais que derrière, ça ne vit pas. Et en annexe, des fois, on a des maquettes et on se dit, mais entre la maquette et les tableaux 18 ou 10, c'est quel lien ?
Donc ça, c'est vraiment important. Et ça n'a aucune, je veux dire, ça ne pose aucun problème avec les volumes horaires ECTS, etc. Il faut rattacher en fonction de votre découpage bloc-module. Vous avez un bloc qui peut générer 1 à X modules, ça c'est votre liberté pédagogique, et à partir de là, vous faites votre répartition de CTS. Donc ça n'a aucun souci. Et là, pour ceux qui ont toutes les accréditations internationales, avec les core silos, vous avez quasiment la granularité, sauf que parfois, elle n'est pas rassemblée suffisamment. Donc, le module, il peut être un core silos ou un ensemble de core silos. Ça dépend comment vous avez construit les choses. Mais tout ça doit être qu'une seule matrice. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire je réponds aux accréditations internationales, je réponds à la CFDG, ça doit être qu'une seule matrice. Et là, je peux vous assurer que je l'ai testé, il n'y a aucun problème. Hein. Il n'y a aucun problème. Et dans une logique justement de simplification maximum. Oui, parce qu'après, ce qu'on voit aussi en rendu de tableau 18, c'est à la place de maquette de module d'acquisition de compétences, une liste de cours. Ah non, mais ça dire sera pour plus bloc, voilà, le cours, et donc ça colle pas, quoi. C'est pas du tout la non. logique. J'ai très hâte de voir le nouveau tableau 10. C'est juste de dire que j'ai 3-4 cours là. Déjà il faut les objectiver un peu en compétences. Et puis je les mets ensemble, ça fait un tout. Et c'est mes anciennes JE de toute façon. C'est mes anciennes JE. Quand elles ont été bien faites, les anciennes JE deviennent des MAC. Quand elles n'ont pas été bien pensées, il faut un peu retravailler. Mais quand une unité d'enseignement, c'était bien un ensemble. Quand il a été bien travaillé, normalement, un MAC, ce n'est que le fait qu'on va le rédiger en compétences, mais s'il a été bien pensé et qu'il est toujours en phase par rapport à votre vision prospective de l'évolution des métiers et des compétences, c'est votre UE qui devient un MAC. Si ça n'avait pas été bien fait et qu'on a eu nous on en a eu à l'université, des UE un peu fourre-tout, où on met des stats de la couture et de la cuisine, quoi, je caricature. C'est vrai que là, si vous voulez dire ça forme un ensemble homogène, parce que en fait, votre MAC, c'est la définition du bloc. Hein, c'est comme j'ai dit, c'est en symétrie. Donc, reprenez la définition du bloc. C'est un ensemble homogène et cohérent de compétences. Et qui pourrait donc être suivi effectivement en module de formation continue. Et c'est vrai que si on part dans cette logique aussi de micro-credentials dont on entend beaucoup parler, il faut aussi structurer comme ça pour que ce soit possible. Si vous avez un bloc, par exemple, si on prend le premier bloc qui est d'une fiche nationale, c'est sur la stratégie, sur le déploiement de la stratégie. Vous l'avez traduit d'une certaine façon, vous, dans votre PGE, par exemple, vous avez généré X modules. Généralement, il y a plusieurs modules sur ce sujet-là, et surtout sur 5 ans. Bon, vous les avez dispatchés sur les années que vous voulez, sur chaque année ou sur quelques années, ça c'est votre souci pédagogique. Ça nous, on n'a pas de… Voilà, ça c'est la liberté, heureusement. Mais par contre, il y en a peut-être un ou deux, et surtout peut-être en 5e année, qui sont totalement vendables, ces modules-là, en formation continue. Et peut-être même en mélangeant quelques étudiants de formation initiale avec quelques étudiants, ou alors vous le dupliquez parce que vous avez un volume suffisant de formation continue, mais c'est ça. Et donc, c'est aussi au travers de ça, et c'est ça l'intérêt, c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas que de l'approche pédagogique, c'est vraiment de l'orientation stratégique, c'est que vous reportez le business model de l'école. C'est qu'au lieu d'aller recréer des choses en plus, c'est de prendre une place et peut-être de concurrencer des organismes qui sont, eux, que spécialisés. Et là, en plus, si vous le positionnez, en particulier en fin de cursus, vous aurez aussi les enseignants-chercheurs qui sont les experts en matière de recherche de ces sujets. Donc, peut-être que le module, il sera encore plus pertinent parce que non seulement il sera opérationnel, mais il sera aussi adossé à la recherche des collègues qui interviennent dans le module. Donc c'est ça qu'il faut vendre aussi en termes de formation continue pour demain. Donc, c'est aussi comment les écoles vont repenser leur formation continue au travers de toute cette réflexion, hein, et comment on va mixer aussi. On sert non seulement l'étudiant formation initiale ou alternance, mais aussi le public de formation continue et nos alumni. Est-ce que vous avez beaucoup d'alumni qui reviennent dans vos écoles pour faire des modules ? Souvent, ils vont dans d'autres organismes parce qu'on n'est pas
on n'est pas, on n'est pas visible comme un acteur potentiel de vente de modules de formation continue. Vous avez un étudiant, ça fait 5 ans qu'il était chez vous, il a une équipe, il se dit: «Ah bah tiens, j'ai besoin avec mon équipe là qu'on refasse le point sur tel sujet». Il ne pense pas à vous, il va dans un autre organisme, alors que vous avez les compétences pour le faire. Et donc c'est aussi comment on peut repenser notre business model au travers de ça. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Et puis on parlait des accréditations internationales et CSB notamment, ils sont très sur Ouais. cette logique de lifelong learning et de ce que les écoles mettent en place en termes de stratégie. Donc, Et c'est bien l'idée de la formation tout au long de la vie. oui. C'est comment vous allez suivre vos étudiants, non seulement pendant qu'ils sont chez vous, mais aussi par la suite. Et là, tous les outillages qui sont en train de se monter sur les passeports, sur les feedbacks de compétences, etc., c'est qu'on n'abandonne pas le lien avec l'étudiant quand il sort et qu'il est diplômé, mais qu'au contraire, on lui propose de pouvoir continuer à être peut-être son coach de compétences. Et c'est pour là peut-être aussi que les écoles peuvent peut-être soit avec des partenaires externes, soit avec du staff interne, développer aussi de l'accompagnement permanent de compétences, parce qu'on en aura de plus besoin, je pense, dans les années à venir. Hein. Tout à fait. Donc, on n'est plus un acteur de formation, on devient vraiment acteur d'accompagnement de l'employabilité. Donc, c'est là le changement de paradigme. Ah oui, là, c'est vrai. Et il faut vraiment que les écoles se saisissent de ça au niveau hiérarchique, stratégique, quoi. Bien sûr, bah oui. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Là, on arrive à la Je fin. me bats pour qu'on arrête de parler d'APC parce que c'est Oui. pas qu'une problématique de pédagogie, tout ça, c'est beaucoup plus Exactement. stratégique. Oui. Mais bon, en tout Mais cas, faire passer le message aux bonnes strates de l'école, j'ai envie de dire, ouais, c'est un vrai challenge, je pense. ouais, ouais. Réfléchir à comment. Ouais, bon. Autre sujet de réflexion pour un jour prochain, mais je pense que c'est intéressant parce que là, quand je vois les personnes qui sont là aujourd'hui, on a des personnes des services accréditation ou des services pédagogiques. Sauf erreur de ma part, on n'a pas vraiment de directeur d'école ou de directeur de programme, peut-être quelques-uns. Mais bon, des personnes que je connais en tout cas qui sont ici, ce sont les usual suspects des accréditations. Donc, effectivement, ça ne peut pas se passer qu'à ce niveau-là. Donc, faut réfléchir, on va peut-être faire un petit brainstorming pour voir comment atteindre. Derrière, si je peux me permettre aussi, c'est que ça veut dire que ça nécessite dans le pilier numéro 2 sur le management de la RH de l'école, ça nécessite aussi de repenser les organigrammes de façon beaucoup plus circulaire. Oui. Et de se dire que on doit tous travailler ensemble. Et moi, j'ai vu parfois des situations où on sent bien, ouais, on a le service accred, on a le service carrière, on a les profs, on a les super chercheurs. Et tout ce monde-là, des fois, voilà, c'est pas. Et là, faut travailler en vision systémique, en tous ensemble. Et quand on peut le faire, moi, je vois quelques réalisations, ça fonctionne bien. Et les équipes accréditation, je sais très bien que vous en souffrez. Mais parce que c'était pas compris. En fait, tout ce travail-là était de la compliance. Non, c'est pas de la compliance, c'est le cœur de métier maintenant. Donc, c'est ça. On a un petit peu dépassé le temps prévu, oui, mais oui, avec des petits soucis techniques du début. Mais c'est à cause de moi. Hein, c'est à cause de moi. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, je trouve. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler une prochaine fois. Il y a eu des questions dans la conversation. Je pense que il y a eu des éléments de réponse apportés. Si vous voulez reposer des questions, soit, je ne sais pas, Escaline, on peut vous donner proposer votre contact. Oui, il y a aucun problème. Et puis, pour certains, peut-être qu'on se reverra à Nice au mois de juin, là, le 21 juin, à la CEFDG. Où toutes les écoles ont été invitées. Alors après, vous venez pas forcément en nombre dans chaque école, mais en tout cas, on pourra se revoir. Et puis l'ouvrage que vous allez, la couverture et le plan que vous allez découvrir dans le diaporama qu'on va vous envoyer cet après-midi ou demain, parce que je voudrais quand même vérifier, comme si je le diffuse, je voudrais peut-être vérifier quelques points. Il sera normalement disponible à la rentrée. Très bien. Magnifique. Merci beaucoup, Aline, en tout cas, de vous être rendue disponible aujourd'hui. Merci à tous les participants et les fidèles des webinaires. On vous retrouve le mois prochain. J'ai plus en tête qui est mon invité du mois prochain, mais vous le saurez très bientôt. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.